Bien, bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Je suis Éric Maville, président de la commission santé du CIAN, et j'ai le plaisir de euh, co-animer ce matin ce webinaire, cette réunion mixte co-organisée par les deux commissions santé et conformité et compliance avec mon collègue Pierre Laporte. Nous avons euh, décidé de consacrer ce webinaire avant les départs en congé à la thématique des médicaments falsifiés et de qualité inférieure, communément appelés faux médicaments. Et nous sommes ravis d'avoir avec nous des experts, d'éminentes personnalités experts de ce sujet, de l'industrie du médicament, pour aborder plusieurs sujets. On va parler enjeux à la fois de santé publique et enjeux de conformité. On va parler engagement politique et de l'initiative de Lomé notamment. On fera un point sur à la fois la vision politique et sur un état d'avancement de cette initiative qui a été lancée il y a à peu près 3 ans. On va également avoir le point de vue du LEM, qui est, vous savez, l'organisation patronale qui regroupe les acteurs de l'industrie du médicament et qui fait qui met en place des actions pour lutter contre ce fléau. Nous aurons également, comme on le fait dans chaque commission, on aura le temps pour parler de solutions, et notamment de solutions numériques, avec Arnaud Pourdon, qui est le fondateur de la startup Meditech. Donc, tout d'abord, merci à tous. Bonjour à tous. Est-ce que tout va bien? Je vous parle depuis Kigali, où je me trouve actuellement là, pour le forum, le Business Forum de l'Union européenne, sur justement, où on parle beaucoup de santé. Je crois que la santé et la question de l'accès aux médicaments de qualité n'a jamais été aussi haut dans l'agenda politique. Et je pense que notre webinaire arrive à point nommé. Tout d'abord, Pierre, tu vas bien? Comment? Tout va très bien. Oui, moi je vous parle du Loir-et-Cher où il fait le même climat qu'à Kigali. Parfait. Et donc, on aura avec nous ce matin, pour commencer, je vais les citer par ordre de prise de parole, Richard Amalvi. Bonjour Richard, est-ce que tu nous entends bien? Bonjour Eric, bonjour Pierre, et merci de nous accueillir. Quel temps il fait là où tu te trouves? Moi, je suis en région genevoise où le temps est couvert aujourd'hui. D'accord, très bien. Pierre, Richard Amalvi, qui est le directeur général de la Fondation Brazzaville. Nous aurons également Laurent Guinza. Bonjour Laurent. Bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis porte-maillot à Paris, un lieu que je vous recommande très chaudement, un lieu extrêmement touristique, pittoresque, environné de travaux. Voilà, c'est pas la plus belle partie de Paris, mais nous y sommes bien. Très bien. Et enfin, nous aurons les deux derniers panélistes qui passeront. Nous avons Karim Vissanji. Est-ce que Karim nous a rejoint? Alors, écoute, Eric, je n'ai pas l'impression, mais je vais le pourchasser. Et donc, je présente Karim en son absence. Aujourd'hui, Karim est le CEO du campus Biotech Digital, qui est une association constituée de grands laboratoires français et européens en matière de biotech et de formation. Et il a été aussi, et c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai invité, le Global CFO Industrial Affairs de Sanofi. Et donc, il a beaucoup d'expérience en matière de production de médicaments, notamment en Afrique. Très bien. Donc, sa contribution va être très intéressante. Nous aurons, last but not least, comme on dit, Arnaud Pourdon, que je remercie d'être là, à la fois, je pense qu'il est médecin ou pharmacien, il nous dira. Il vient, en tout cas, en même temps, entrepreneur, puisqu'il a mis en place, il a créé une start-up qui développe une solution numérique pour la détection des médicaments. Et ce sera très intéressant, Arnaud, de nous dire où est-ce que ça en est, dans quel pays vous développez actuellement cette solution et de quelle manière ça contribue en tout cas à répondre à un certain nombre de problématiques et d'enjeux qui nous occuperont ce matin. Donc, je l'ai dit, on va parler d'un sujet qui est lourd, un sujet qui est grave, un sujet qui à la fois est un problème
santé publique, parce que ça tue, les faux médicaments tuent. On va voir que c'est plusieurs centaines de milliers de personnes, et encore selon les sources, on n'est jamais très sûr, on parle entre 200 et 200 000 et 900 000, donc on va en parler. Un sujet où on se rend compte que c'est évidemment qui est global, mais puisqu'on nous, en Océan, on s'intéresse à l'Afrique, c'est un sujet qui touche, un fléau qui frappe très durement le continent africain, qui lui-même serait je parle au conditionnel parce qu'on va laisser la parole aux experts, un des aussi, on se rend compte une région où il y a aussi de la fabrication aujourd'hui, notamment avec certains pays comme le Nigeria et d'autres, où viennent ces médicaments falsifiés. Et donc, face à ce problème dont on entend parler depuis très longtemps, je me souviens que le président Chirac avait à Cotonou lancé un appel il y a quelques années pour mobiliser toute la communauté internationale déjà sur ce sujet, mais il y a véritablement depuis 3 ans de véritables avancées avec l'initiative de Lomé qui a été lancée au Togo, signée par 7 pays africains. Donc, on va quand même les mentionner. Le Togo, on est le coordinateur politique. Mais dans le cadre de cette initiative, il y a le Congo-Brazzaville, il y a l'Ouganda, il y a le Nigeria, le Sénégal, le Ghana, la Gambie, qui se sont engagés donc en janvier 2020, lors du sommet de Lomé, à criminaliser le trafic de faux médicaments. Donc, premier temps, je pense que c'est vraiment important qu'on dresse ce panorama avec toi, Richard, à la fois sur la vision politique qui guide cette initiative, voir un petit peu les marges de progrès, parce qu'il y a encore, on a 7 pays, il y en a 54 ou 55 en Afrique, donc quels sont les prochains pays qui sont positionnés pour adhérer, mais surtout que tu nous dises où est-ce qu'on en est 3 ans après de cette initiative, et surtout ce que fait concrètement la Fondation Brazzaville que tu diriges pour justement mettre en place des actions, déployer des actions, le plan d'action pour lutter donc, contre ce fléau. Richard, je crois que tu as une présentation que tu vas nous faire et voilà, en 8-10 minutes maximum. Donc, on te laisse la parole et on te remercie encore de nous avoir rejoints. Merci beaucoup, Eric. Il faut d'abord que j'excuse le docteur Mijiawa, le ministre de la Santé du Togo, qui devait se joindre à nous, mais qui malheureusement ne peut pas être présent. Il a un impératif à Lomé ce matin. Et donc, je vais prendre un petit peu de son temps et du mien pour vous présenter à la fois ce que le professeur Mijiawa aurait pu vous dire sur la vision politique, l'engagement politique, mais aussi la manière dont on met en œuvre l'initiative de Lomé. Donc, je vais peut-être déborder des 8 minutes pour faire plutôt une douzaine de minutes. Alors, l'initiative de Lomé contre les médicaments falsifiés de qualité inférieure, on est parti d'un constat, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de faux médicaments en Afrique. Les chiffres varient selon les études. Je vous enverrai la plaquette qui nous permet de promouvoir l'initiative et dans laquelle vous retrouverez les chiffres que j'affiche ici à l'écran. L'Afrique est fortement dépendante des importations de médicaments. 70 à 90% des médicaments consommés en Afrique subsaharienne sont importés. Et un chiffre important que nous mettons ici aussi en évidence, c'est que 42% au niveau mondial des signalements de faux médicaments proviennent de l'Afrique subsaharienne. Ce qu'on a pu constater, c'est que certes, c'est un enjeu de santé publique, mais quand on a commencé de creuser le sujet, on s'est rendu compte que ce n'était pas qu'un enjeu de santé publique, et c'est en ce sens que ça peut intéresser vos deux commissions, santé et éthique et conformité. C'est aussi un enjeu lié à la sécurité des États, à l'état de droit et à l'économie de la santé. Et donc, à partir de là, on s'est dit, il faut réfléchir à ce sujet de manière différente. Et ce qui a été important, bien sûr, c'est l'engagement politique à l'initiative du président Gnassingbé du Togo, 18 janvier 2020, un sommet qui réunit 6 chefs d'État africains ou leurs représentants. Et ces 6 pays décident de prendre une initiative. Alors, ce n'était pas la première, hein. Il y a eu effectivement l'appel de Cotonou en 2009. La CEMAC, en 2015, avait aussi lancé un appel dit de Douala. Mais là, ces 6 chefs d'État et de gouvernement
ont signé une déclaration politique en fixant les objectifs suivants. D'abord, mettre en place des législations permettant de criminaliser le trafic, et ensuite signer et ratifier les accords internationaux, notamment la Convention Médicrime du Conseil de l'Europe, la Convention de Palerme de l'ONUDC et le traité instituant l'Agence africaine du médicament. Et là, on peut être très satisfait puisque depuis quelques mois, on sait maintenant que le Rwanda accueillera, où tu te trouves, Eric, accueillera l'Agence africaine du médicament, et l'équipe de préfiguration travaille à Addis Abeba à la mise en place de cette agence, puisqu'il y a suffisamment de pays qui ont signé le traité. Alors, quoi qu'il en soit, depuis 3 ans, la pensée la politique, mais aussi la stratégie de l'initiative ont évolué parce que nous avons fait une réingénierie du projet. C'est-à-dire qu'on a considéré que ce n'était pas simplement un problème de santé publique, mais qu'un problème de droit. Et comme je vous l'ai dit, il y a d'autres problèmes. Donc, les pays fondateurs, c'est le Congo, le Ghana, le Niger, le Sénégal, le Togo et l'Ouganda. Et dans un moment, je vous dirai aussi quels sont les autres pays qui vont rejoindre, en voyant ici le cadre partenarial. Donc, État candidat, il y a aussi la Gambie, la Guinée-Bissau, la RDC, et probablement, suite au travail que nous avons fait pendant l'Assemblée mondiale de la santé, le Nigeria et la Guinée-Conakry. Alors, la Guinée-Conakry, très important, on l'a vu lors d'un séminaire du LEM à Lomé début avril, il y a eu des opérations extrêmement importantes de saisie de faux médicaments sur le port de Conakry. Plus de 48 conteneurs à peu près, sur 200 saisies, contenaient des faux médicaments qui ont été détruits immédiatement. Et la Guinée-Conakry a pu agir parce que justement, ils avaient la législation en place qui leur permettait d'agir. Et le Nigeria, c'est extrêmement important parce que tout le monde a le regard fixé vers le Nigeria en ce qui concerne à la fois la bonne production et la mauvaise production. Et lors d'un séminaire où j'étais début février avec la Fondation Gates à Abuja, on s'est rendu compte, en posant la question directement à la directrice de l'autorité de régulation, qu'en réalité, le Nigeria est lui-même victime des flux très abondants en provenance notamment d'Inde, de faux médicaments et de médicaments sous-dosés. Et donc, on va accueillir le Nigeria pour travailler avec eux à une stratégie, notamment en direction de l'Inde. Après, on verra comment on peut faire aussi avec la Chine. Alors, l'initiative de Lomé, le Togo assure la coordination politique et la coordination technique est assurée par la Fondation Brazzaville, qui elle-même est observateur auprès de la Convention Médicrime du Conseil de l'Europe et qui a rejoint l'Alliance Fight the Fakes en février 2022. Et comme vous le voyez, donc on a un cadre partenarial qui est bien évidemment essentiellement avec l'OMS, à la fois au niveau global, au niveau régional et au niveau national, avec l'Union africaine, l'ONUDC, et au niveau de l'industrie pharmaceutique, nous travaillons régulièrement avec AFPME à Genève, où je me trouve en ce moment, et puis on a depuis plus d'1 an une relation suivie avec le LEM qui est extrêmement fructueuse, et on a eu l'occasion de travailler ensemble. Laurent était là, bien évidemment, début avril à Lomé. Alors, en réalité, depuis 2 ans, suite à une série de grandes consultations avec l'ensemble de nos partenaires aussi à la fin, nous avons décidé de faire une proposition de méthodologie pour élaborer et mettre en œuvre des plans nationaux de lutte contre les faux médicaments. La grande question, c'était par où commencer, parce que c'est monstrueux. Alors, on a d'abord fait en sorte de se mettre d'accord sur une analyse. On s'est dit, est-ce qu'on peut avoir une analyse partagée sur les effets de la corruption sur la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique? Et c'est le schéma que je vous projette. Et on voit sur ce schéma, au niveau vertical, la chaîne d'approvisionnement du niveau international jusqu'au patient. Et au niveau horizontal, on voit au moins 3 grands acteurs: le secteur public de la santé, le secteur privé, bien évidemment, notamment avec les fabricants et les fournisseurs, et puis la société civile qui joue un rôle important en Afrique, notamment avec les ONG et les congrégations. Et nous avons voulu absolument manifester la présence des trafiquants avec la partie rouge, et on voit que les agents corrupteurs sont quasiment partout. Donc, à partir de ce schéma, on s'est dit, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend qu'il ne peut pas y avoir d'action
au niveau national notamment, s'il n'y a pas une action déterminée et interministérielle au niveau des pouvoirs publics. Et je vais y revenir dans quelques minutes en vous disant ce qui se passe au Togo justement en ce moment. Et deuxièmement, eh bien, on a vu qu'il y a ces trois niveaux, secteur public, secteur privé et société civile. Il faut une action systémique et coordonnée des pouvoirs publics, du secteur privé et des acteurs du système de santé portés par la société civile. Alors, à partir de là, on a défini une réponse systémique et holistique qui est en train d'être testée au Togo. Donc, amélioration de la santé publique, ça c'est le but ultime. Mais pour y parvenir, il y a en quelque sorte trois prérequis. Le premier, c'est le renforcement de l'état de droit, c'est-à-dire le cadre légal. On se rend compte qu'il n'y a pas de criminalisation du trafic dans la plupart des pays africains. Donc aujourd'hui, un trafiquant va préférer trafiquer du médicament plutôt que de la cigarette ou de la drogue, parce qu'en réalité, il n'y a pas de qualification pénale. Deuxièmement, il est évident que si on renforce le cadre légal, eh bien, on améliorera la sécurité, puisque la plupart de ces trafiquants ne sont pas simplement des criminels, mais notamment dans la bande sahélienne, on peut observer des liens entre trafic de faux médicaments et activités terroristes. Et là, l'ONUDC travaille là-dessus en ce moment pour essayer de trouver des éléments tangibles. Enfin, on sait que dans la plupart des pays africains, à l'heure qu'il est, on essaie de mettre en place des couvertures sanitaires universelles. Et donc, on se pose la question de la pérennité de ces plans nationaux en se disant il faut les inscrire dans des plans beaucoup plus vastes d'économie de la santé, qui incluent bien sûr la couverture sanitaire universelle, mais on va le voir aussi, la question de la production de médicaments au niveau local avec l'implantation de chaînes de valeur pharmaceutiques au niveau africain. Alors, pour ce faire, donc 4 champs d'intervention et 2 leviers d'action. Un premier, je l'ai dit tout à l'heure, une politique transversale basée sur l'action interministérielle et sur l'adoption d'une législation puissante. Deuxième levier, une action systémique et coordonnée des pouvoirs publics, du secteur privé et des acteurs de la société civile. Alors, comment faire pour parvenir, bien évidemment, à réduire ce trafic? Premier levier, on le voit ici, c'est l'action interministérielle. Et c'est ce que nous testons au Togo depuis début juin, puisque a été mis en place, suite à cette vision au niveau du président et du gouvernement, a été mis en place un comité interministériel qui rassemble 7 ministères différents, et là, qui sont actuellement en séminaire. Cédric, qui est le chef de mission de la Fondation Brazzaville, est actuellement à Lomé pour participer à tous ces travaux. La liste ici n'est pas exhaustive, mais on voit bien que par champ d'intervention, il est important que différents ministères puissent travailler ensemble. Par exemple, le ministère de la Justice sur tout ce qui est le renforcement du cadre légal. Au niveau de la question de sécurité, on a besoin de la compétence du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense et du ministère des Finances en ce qui concerne les douanes, etc. Je ne vais pas citer l'ensemble des ministères, mais vous avez compris l'idée. Et deuxième levier, l'action systémique et coordonnée, pouvoir public, secteur privé, société civile, c'est rajouter, par exemple, sur le cadre légal, les ordres professionnels, pharmaciens, médecins, mais aussi des métiers du droit, et dans les cadres champs d'intervention, l'industrie pharmaceutique qui a aussi une compétence, et on s'en est rendu compte, bien évidemment, dans la grande discussion qui a eu lieu à Lomé début avril, dans le séminaire des directeurs de la pharmacie et des autorités de régulation, organisé par le LEM, et où était Laurent, et Eric, tu es venu intervenir aussi sur la caravane santé. Voilà. Donc, on travaille actuellement sur ce modèle que nous testons, et je vais vous expliquer comment on agit, notamment avec une série de résultats attendus qui ont été prédéfinis suite à l'ensemble des consultations que nous avons menées depuis 2 ans et qui avaient démarré par un audit législatif des différentes législations pharmaceutiques dans l'ensemble des pays de la zone initiative de Lomé. Donc ça commence par exemple ici par la création d'une autorité de contrôle indépendante, ce qu'on appelle l'agencialisation. Donc c'est ce qui va se passer au Togo, ça existe déjà dans d'autres pays. Il y a plusieurs pays africains aujourd'hui qui ont transformé la direction de la pharmacie en agence de régulation, ce qui permet cette action coordonnée. Si on regarde par exemple la partie économie de la santé, on voit
des idées comme le renforcement de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, la production pharmaceutique au plus près des consommateurs. Là va se poser aussi la question du volume de production. Des pays comme le Ghana, le Togo ou le Bénin n'ont pas le volume suffisant pour intéresser l'industrie pharmaceutique. Mais par exemple, on se pose la question de savoir comment, au sein de l'UEMOA, nous pourrions imaginer un cadre accueillant pour l'industrie pharmaceutique, pour une distribution dans l'ensemble de cette communauté économique régionale. Ça fait partie du débat actuel. Des cibles prioritaires qui sont mises sur les trafiquants. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une vision politique et un engagement politique fort. C'est le cas aujourd'hui en Guinée-Conakry. Avec l'action qui a eu lieu ces derniers mois sur le port de Conakry, les trafiquants savent maintenant qu'ils doivent faire très attention. Les femmes vendeuses et les femmes acheteuses. Donc là, on va lancer avec l'UNESCO et l'ONU-UDC normalement une étude pour mieux comprendre la partie, on va dire, comportementale et culturelle de la question de la vente et de l'achat des faux médicaments. Les jeunes, par le biais de l'éducation à la santé, bien sûr, et l'opinion publique en général. Alors, une partie de la réponse juridique existe au niveau de l'Union africaine, notamment avec ce qu'on appelle la loi type pharmaceutique. Elle est mise en place dans plus d'une vingtaine de pays. Elle fonctionne très bien, que ce soit en modèle civil law comme common law en Afrique. Je sais qu'il y a en France des gens qui en doutent, mais nous pouvons en attester parce que nous le voyons fonctionner. Et on voit que cette réponse juridique, la loi type pharmaceutique de l'Union africaine, recommande tout d'abord de créer une autorité nationale de réglementation des médicaments et elle permet, bien évidemment, outre tout ce qui est AMM, etc., contrôle, mise en place de dispositifs techniques variés comme ceux promus par exemple par Arnaud Pourredon, de mettre en place tout un système de pharmacovigilance et de suivi de la qualité. Richard, est-ce que je peux te demander, compte tenu du timing… Oui, j'ai presque fini. Et là, en fait, ce qui manque, mais ça vous permet d'avoir le panorama complet, il manque la partie pénale. Et donc, ce à quoi il faut parvenir aujourd'hui, c'est d'ajouter à cette loi type pharmaceutique tout le paquet pénal sur lequel nous travaillons actuellement au Togo. Et on va profiter aussi de la connaissance acquise dans notre pays pour y parvenir, afin de criminaliser ce trafic. Et donc, on va mettre en place dans les semaines à venir des séminaires internationaux sur la régulation et la législation. Alors, tout passe actuellement au projet pilote au Togo, en utilisant cette méthodologie, et en parallèle de l'élaboration et de la mise en œuvre, nous faisons un travail de modélisation qui, nous l'espérons, permettra ensuite de partager l'expérience, de créer une boîte à outils qui sera partagée, bien sûr, avec les autres pays africains. Et ce partenariat technique, vous le voyez, a été extrêmement élargi, puisqu'aujourd'hui, outre l'OMS, le PNUD, la Banque mondiale, le FNUAP, l'UNICEF, le LEM, par exemple, avec l'ensemble des directeurs des DPM avec lesquels on a pu discuter l'année dernière à Cotonou, cette année à Lomé, les ministères de la Santé, on déborde aujourd'hui sur l'intergouvernemental avec l'UMOA, la BOAD, l'Union africaine, etc., pour créer une grande coalition. Et en fait, une grosse partie de l'action que nous menons sur l'initiative de Lomé, tant du point de vue politique, stratégique, coopérationnel, c'est de plateformiser pour faire en sorte que tous les acteurs aillent dans la même direction. Merci, en tout cas, Richard, tu as fait un panorama vraiment très complet. Tu as amené pas mal déjà d'éclairage et d'éléments de compréhension à la fois sur les enjeux, mais aussi sur la réponse donc, et les actions menées par la Fondation Brazzaville, toute la méthodologie que tu as développée. Je pense qu'on aura l'occasion venir sur quelques-uns de ces points. Mais avant de passer la parole à Laurent, je voudrais qu'on accueille Karim Vitsenji qui nous a rejoint. Donc, si tu peux, Pierre, nous… Oui, voilà. oui, bonjour Eric, c'est Karim Vitsenji, je suis maintenant avec vous. J'avais un problème de lien, mais je ne suis pas très loin de la porte Maillot, puisque je suis moi-même dans le 16e arrondissement, et il fait beau, il fait chaud, et nous sommes, et je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt la présentation qui vient d'être faite et qui donne évidemment un panorama très complet, mais je reviendrai dessus.
Très bien, merci Karim de nous avoir rejoints. Moi-même, je suis là à Kigali actuellement. Comme l'a mentionné Richard, il se passe énormément de choses. Évidemment, tout à l'heure, on verra le ministre de la Santé qui certainement va nous parler aussi du fait que l'Agence africaine du médicament a son siège à, euh, à Kigali. Et c'est sans doute, comme l'a dit, il a rappelé Richard, un élément très important qui va permettre de structurer toute la partie sur la régulation et l'harmonisation du marché des produits pharmaceutiques sur le continent. Donc, c'est le moment de passer la parole à Laurent, qui a été patient, Laurent Guéza, donc directeur des affaires publiques du LEM, pour nous dire justement comment est-ce que le LEM travaille dans ce sens et quelle est la réponse des acteurs de l'industrie par rapport à ce fléau. Laurent, tu n'as pas de présentation, donc on va te laisser nous parler de manière libre. A cappella. Merci beaucoup, Eric. Non, j'ai pas été patient. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le cadrage de la problématique que tu nous as posé, et puis l'analyse de Richard. Effectivement, on a beaucoup de plaisir à travailler avec la Fondation Brazzaville, et tu le disais, Richard, on a eu l'occasion de beaucoup échanger dans le cadre effectivement de cette réunion que tu évoquais à Lomé il y a quelques semaines. Peut-être vous dire en 2 mots. Alors, le LEM que je représente sur cette table ronde est une organisation professionnelle qui fédère l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques qui opèrent sur le territoire français ou depuis le territoire français. Je vous dis ça peut-être pour vous éclairer sur la position d'où je parle, parce que et toi-même, Eric et Richard, vous mentionniez, la problématique des faux médicaments est un phénomène qui touche plus particulièrement les pays en développement. Richard mentionnait le fait qu'effectivement, d'après l'OMS, 43% des contrefaçons sont relevées dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et on peut se demander pourquoi la France, qui fait pas partie des pays auxquels on pense prioritairement quand on parle contrefaçon, est effectivement intéressée au sujet. S'interroger sur pourquoi la France n'est pas touchée est intéressant, parce que en creux, ça révèle pourquoi les problématiques vont aller se fixer sur d'autres pays. Alors la France est en effet un grand pays du médicament en termes de production et aussi en termes de marché. Et chez nous, notamment dans les médias, le sujet de la falsification de médicaments est relativement peu abordé. Pourquoi ? Parce que, d'une part, la demande de produits de santé est largement solvabilisée par le système de protection sociale qu'on a mis en place dans notre pays juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, par ailleurs, on a un réseau très dense, très qualifié de pharmacies d'officine qui ont un monopole de dispensation. Et donc, ces 2 facteurs, c'est-à-dire une facilité de solvabilisation des besoins en produits de santé et un réseau d'officines de pharmacie très homogène sur le territoire, fait qu'effectivement, on est un pays relativement épargné par la contrefaçon. Pour autant, on a bien conscience avec les autorités, que ce soit la gendarmerie, le CLAESP, les douanes, etc., d'être une zone de transit pour les médicaments falsifiés. Et puis, par ailleurs, et vous l'avez mentionné tous les deux, il y a un vrai enjeu de coopération internationale sur le sujet de la lutte contre les médicaments falsifiés. Pourquoi ? Parce que, à la différence d'une contrefaçon, par exemple, de sac à main de luxe, pour lequel, c'est une atteinte à la propriété intellectuelle, mais in fine, le seul risque que prend l'acheteur, c'est d'acheter un produit de très faible qualité, mais pour un prix peut-être qui sera 50 ou 100 fois inférieur au prix de l'original. Donc c'est une atteinte grave. Mais quand on parle de contrefaçon de médicaments, c'est pour ça que je préfère parler de falsification, on touche vraiment une problématique de santé publique. Et de santé publique qui qui va frapper de façon extrêmement hétérogène les populations en fonction de là où elles se trouvent dans le monde, avec effectivement une prévalence sur des pays en développement et notamment sur l'Afrique subsaharienne. Il y a un élément aussi à prendre en compte, et ça va rejoindre ce que disait Richard sur la criminalisation nécessaire effectivement de cette activité, c'est que c'est une activité malheureusement extrêmement rentable. On estime que le trafic de faux médicaments est de 10 à 25 fois plus lucratif que le trafic de drogue.
Et c'est dire à quel point il faut aussi aborder cette problématique sous l'angle de l'économie opaque, de l'économie parallèle qui se nourrit et qui prospère effectivement sur la diffusion de faux médicaments. Et c'est aussi la raison pour laquelle, et c'est le travail que la Fondation Brazzaville a fait à Lomé dans le cadre de la réunion que nous organisions, travailler avec les autorités de régulation des différents pays pour essayer de comprendre, je pense notamment au rôle des femmes à la fois dans la revente de ces produits et dans l'achat, pour savoir comment on peut agir effectivement. Il y a ce volet criminalisation qui est important. Il faut que dans les codes pénaux des différents pays touchés, il y ait bien une criminalisation de l'acte de revente et de circulation des produits falsifiés. Mais il y a aussi énormément de formation à faire auprès des populations. Et encore une fois, je ferai un sort particulier aux femmes parce qu'on le sait, et ça c'est vrai dans tous les pays, c'est vrai aussi en France, souvent la mère de famille et la gardienne de l'armoire à pharmacie, c'est elle qui va effectivement suivre de façon beaucoup plus scrupuleuse que son mari les carnets de santé, les calendriers vaccinaux de ses enfants, et qui va gérer effectivement l'achat et souvent l'administration des produits, que ce soit en automédication, des produits prescrits, au sein de la cellule familiale. Donc c'est important de mener ces actions de formation. Voilà, c'était un long prologue, Eric, pour répondre à ta question. Qu'est-ce que nous, on fait pour essayer de juguler effectivement les trafics de faux médicaments? Alors, il y a tout le volet, j'allais dire, un peu officiel. On a un comité de lutte contre la falsification qui a été créé au LEM en 2003, ça fait donc 20 ans, et qui nous permet d'assurer une interface avec toutes les autorités, que je mentionnais très rapidement tout à l'heure, hein. Il y a l'OCAS, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, qui est une émanation de la gendarmerie. Il y a la Direction générale des douanes, il y a évidemment l'OMS au niveau mondial, la DGS, Direction générale de la santé au niveau national. Donc, on interface avec toutes ces autorités ou administrations concernées par la problématique. On a signé avec eux plusieurs chartes et déclarations. Je pense notamment puisque c'est un phénomène d'apparition plus récente, à tout ce qui va être l'encadrement de l'information et de la vente sur Internet. On sait aujourd'hui que les sites Internet sont un vecteur très important aussi de la propagation de faux médicaments. C'est le cas sans doute en Afrique, mais c'est aussi le cas dans des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui sont très touchés par ce phénomène. Donc, il y a aussi une adaptation de nos procédures de lutte et de nos législations qui doivent prendre en compte effectivement cette existence aujourd'hui de sites de vente en ligne. Et puis, par ailleurs, on est membre observateur du comité Medicrime, hein, qui était constitué à la suite de la convention Medicrime, hein, montée par le Conseil de l'Europe, pour effectivement essayer de renforcer les coopérations internationales sur cet enjeu majeur. Donc ça, c'est tout le volet surtout donc institutionnel. Et puis le LEM a depuis des années maintenant une vraie fidélité d'action en lien avec les autorités, notamment de régulation je pense notamment, mais pas exclusivement aux pays d'Afrique francophone subsaharienne. Alors, nous organisons effectivement tous les ans, Richard le mentionnait, des réunions avec les agences de régulation pharmaceutique dans ces pays. La dernière se tenait il y a quelques semaines à Lomé, au Togo. C'est l'occasion pour nous d'aborder les sujets d'harmonisation et de réglementation pharmaceutique, mais aussi de travailler avec eux, comme nous l'avons fait la dernière fois, comme tu l'as fait, Richard, avec la Fondation Brazzaville, sur la falsification de médicaments, sur la base effectivement d'échanges et de retours d'expérience qui sont très précieux effectivement pour nous aider collectivement à identifier les instruments, que ce soit des instruments de prévention, d'information ou de contrôle et de sanctions qui peuvent être les plus efficaces et sur lesquels on peut essayer de mutualiser. Et puis, nous avons un partenariat assez ancien avec les premières dames d'Afrique au travers d'une association qui s'appelle Synergie africaine et que nous avons axé sur la formation et l'information et la sensibilisation notamment des enfants
scolarisés à la santé et aux médicaments. Et donc, nous développons des sujets autour de ce qu'on appelle le BUM, le bon usage du médicament, pour essayer effectivement d'expliquer aux enfants dans les écoles, parce qu'on sait que c'est une information qui peut aussi remonter vers leur foyer, vers leur maman, leur expliquer effectivement le b.a.-ba des règles d'utilisation d'un médicament, le fait que ça n'est pas un produit comme les autres, qu'il y a des modalités de prise, il y a des interactions médicamenteuses. Voilà, tout ce que chaque citoyen, quel que soit son âge, devrait connaître effectivement sur le médicament, les produits de santé. Il y a également des caravanes santé que nous lançons avec des concours d'Éric Maville pour aller faire au plus près des populations, là aussi des actions de prévention, de diagnostic, de dépistage, de sensibilisation. Tout ça participe d'un effort vraiment commun pour faire monter le niveau de connaissance des populations sur ces enjeux de santé. Qu'est-ce que je pourrais vous citer? On a aussi créé il y a 2 ans un site qui s'appelle Lem Afrique, sur lequel vous pouvez aller. Il faut taper lemafrique.org, où on essaye là aussi de mettre à disposition du plus grand nombre tout un tas d'informations, notamment d'ordre réglementaire, pour partager une information qualifiée, vérifiée, à la fois vis-à-vis des régulateurs, vis-à-vis également de nos adhérents, entreprises du médicament qui travaillent avec les différents pays d'Afrique, pour partager une information la plus fiable possible sur ces enjeux réglementaires, et ça embarque évidemment les sujets de faux médicaments. Donc voilà tout ce qui est fait. J'oublie sans doute certaines actions, mais en tout cas, il y a une vraie prise en compte assez ancienne de ces enjeux. Et une nouvelle fois, j'insiste vraiment, mais vous l'avez dit, et tu disais notamment, Richard, cet enjeu de criminalisation qui est très important, et cet enjeu de coopération internationale qui est absolument indispensable si on veut effectivement offrir un vrai contrepoids à ce trafic extrêmement prospère de faux médicaments. Ouais, merci Laurent, je crois qu'on voit bien aussi, tu illustres parfaitement à la fois tout le rôle et la mission d'ailleurs du LEM dans ce domaine, à la fois de plaidoyer, de sensibilisation, tout le travail au niveau international. Et c'est aussi intéressant que tu aies pris le temps de rappeler ces actions qui sont menées de manière très concrète dans les pays. Et tu as mentionné tout ce travail avec les premières dames, l'initiative pour promouvoir le bon usage du médicament et ces caravanes santé thématiques que nous sommes très heureux d'avoir initié dans le cadre de Santé en entreprise avec le LEM au Cameroun et plus récemment en Côte d'Ivoire. Et donc, on se voit bien des actions dans lesquelles il y a un accueil très, très, très favorable des populations, une vraie demande aussi d'information, et on utilise aussi un peu le digital, d'ailleurs, à travers des outils pour faire des quiz, ce qu'on appelle des enquêtes CAP, de connaissances, aptitudes pratiques, savoir comment les gens font quand il faut acheter des médicaments. Est-ce qu'ils vont à la pharmacie? Est-ce qu'ils passent par les pharmacies par terre? Est-ce qu'ils passent par d'autres moyens? Et ça, je crois que c'est une pierre aussi à l'édifice qu'a adressé Richard tout à l'heure. C'est ce type d'actions qui peuvent venir à donc renforcer tous les efforts qui sont faits pour lutter contre les faux médicaments, notamment en sensibilisant les femmes. Alors, maintenant, on va se tourner, avant qu'on prenne la session de questions-réponses, on a encore 2 autres intervenants. On a Karim, donc, qui nous a dit qu'il était quelque part dans le 16e et qui va justement nous parler du campus digital, donc campus biotech digital, et de l'action de cette initiative en matière de renforcement des compétences, mais aussi nous livrer peut-être sa lecture, puisque, comme Pierre l'a dit, Pierre Laporte, Karim a une expertise, une expérience dans le domaine de la fabrication de médicaments de qualité, et il est important, voilà, sur 7-8 minutes, qu'on ait un échange ensemble, Karim. Donc, à vous. Merci beaucoup, Eric,
de m'inviter à votre session. Écoutez, j'ai beaucoup appris depuis ce matin, plus largement que ce que j'ai appris depuis 10 ans chez Sanofi. Mais je pense que ce qui est important ici, peut-être, c'est de partager, sans vous abreuver de trop de chiffres, de rappeler la falsification en quelques chiffres tels que nous l'avons répertorié ici chez Sanofi. Nous estimons entre 100 000 et 1 million de morts chaque année dues au trafic de faux médicaments. C'est un peu les chiffres que vous aviez donnés, dépendamment des études. 32% des produits pharmaceutiques aujourd'hui falsifiés ne contiennent pas de principes actifs. C'est important également de le savoir. Il y avait une étude qui a été faite par la FDA, qui est donc la Food and Drug Administration, qui a démontré que les falsifications aujourd'hui représentent plus de 10% du marché mondial des médicaments et un pourcentage extrêmement élevé en Afrique. Et le trafic de faux médicaments est une activité évidemment criminelle qui est estimée à 200 milliards de dollars par an. Et il faut savoir également que 90% de ces faux médicaments qui sont saisis, en tout cas en Europe, provenaient en particulier de l'Inde et de la Chine. Chez Sanofi, une étude a été faite récemment pour comprendre la perception des gens. Et une étude d'envergure a été faite, donc qui venait compléter une série de recherches que nous avions faites sur les autres continents. Et cette étude a été réalisée auprès d'un panel de plus de 2500 personnes dans 5 pays d'Afrique francophones et anglophones, l'Égypte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Kenya et l'Afrique du Sud. Et ce que nous avons appris dans cette étude, c'est que il y avait également un déficit majeur d'informations quant à la réalité du fléau de la falsification des médicaments. Et je suis très content d'entendre que vous avez entrepris avec le LEM ces caravanes qui sont importantes. Et aujourd'hui, il faut savoir que 3% des personnes interrogées considèrent disposer d'informations suffisamment importantes sur les médicaments falsifiés pour se considérer à l'abri du danger potentiel qu'ils représentent. Et malgré le manque d'informations, ce qui est quand même assez positif, c'est que 96% de ces répondants considèrent que les médicaments falsifiés représentent un risque avéré pour 61% ou potentiel pour 35% pour la santé. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en réalité, l'achat des médicaments, les personnes considèrent finalement, ils associent plus les faux médicaments à des problématiques de pièces détachées d'automobiles ou les autres produits de marque que les médicaments, car seuls 39% des personnes interrogées associent les médicaments à la falsification. Donc, vous voyez qu'il y a encore un chemin à faire ici qui est extrêmement important en matière, je dirais, d'information. En ce sens, du côté Sanofi, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées en collaboration avec le LEM, hein, et ce que disait tout à l'heure Laurent, pour justement donner davantage d'informations, de sensibiliser les personnes à cette problématique importante. Et au-delà de l'information, moi personnellement, Eric, après 10 ans et surtout de réflexion, moi je suis arrivé sur le fait qu'aujourd'hui, 80% de ces médicaments viennent de l'extérieur et ne sont pas produits localement. Donc il y a aussi un problème de souveraineté et nous avons vu ça avec la crise du Covid, hein, qui a démontré que 95% des vaccins venaient de l'étranger, et ce qui était quand même un vrai sujet de fond. Et tant qu'on aura tous ces médicaments qui vont arriver de l'extérieur, alors qu'ils sont soutenus aujourd'hui par par des ONG, par les fondations, etc., c'est très bien, mais je pense qu'il faut renverser la vapeur et faire en sorte que ces productions soient faites localement. Et donc, il faut travailler avec, évidemment, les pharma pour les transferts de technologie. Il faut travailler avec les institutions pour apporter le soutien en matière financière, mais également contribuer à la création des autorités de régulation et qui fera que finalement, le travail que nous faisons aujourd'hui à travers le campus Biotech Digital, c'est de travailler également sur les compétences et qui pour préparer les futurs opérateurs, parce que c'est la seule solution, me semble-t-il, dans le temps, d'essayer de produire localement avec un engagement
de pays pour acheter ces médicaments produits, certes qui sont un petit peu plus chers dans un premier temps que ceux qui sont importés aujourd'hui, mais ça va contribuer à la régulation et nous sommes, en tout cas, chez Sanofi, totalement déterminés à travailler dans ce sens-là. Karim, merci de cette remarquable contribution qui ajoute aussi déjà à tout ce que nous ont apporté les panélistes précédents. D'ailleurs, je tiens à signaler que tout le monde demande la présentation de Richard. Donc, Richard, il faudra que tu nous autorises à la partager parce que voilà, on a des messages qui arrivent à travers le chat disant remarquable contribution, présentation et est-ce qu'il est possible de l'avoir. Donc, je pense que Gilles l'a déjà reçu. Virgile l'a déjà reçu, il la partagera. Et Karim nous a emmené en plus, après Laurent, d'autres éléments qui nous permettent de progresser, en tout cas, dans ce webinaire et surtout d'avoir une compréhension un peu plus claire des enjeux et des réponses. Avant de passer à la session de questions-réponses, et je pense qu'il y en aura, et on vous encourage vraiment à poser des questions dans le chat. Moi-même, j'en aurai quelques-unes. Pierre aussi, certainement. On va passer la parole donc maintenant à Arnaud Pourdon. Donc, Arnaud, qui est le fondateur, comme je disais, de la start-up Meditech. Vous savez qu'on s'intéresse beaucoup aussi à tout ce que les start-up, les entreprises innovantes peuvent emmener sur beaucoup de thématiques dans le domaine de la santé. Celui-ci en est un. Et donc, on va laisser à Arnaud, que je remercie encore une fois de nous avoir rejoints et surtout d'avoir aménagé son agenda pour être avec nous ce matin, nous présenter la solution donc Meditech qu'il déploie en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Arnaud, à vous. Merci Eric. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. Est-ce que vous me voyez aussi ou pas? Oui. Super. Bien, on vous voit, on vous entend très bien. Vous pouvez y aller, on voit la présentation. Et je pense que c'est vous qui la partagée directement. Exactement. Bon, je vais être assez succinct dans la présentation et je pense que c'est une belle occasion, la partie questions-réponses après. Donc, nous, chez Meditech, on a une mission assez simple, c'est contribuer à améliorer la santé dans la région. La traçabilité des médicaments, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je pense que les différentes personnes préalablement l'ont rappelé. Pourquoi Meditech existe? Bon, c'est assez simple, hein. Le constat, je l'ai fait quand j'étais étudiant en médecine. Depuis 2015, je travaille dans la région. Au début, c'était des stages hospitaliers dans la région en Côte d'Ivoire, aussi au Burkina Faso. Les médicaments dans la rue, très souvent, ils sont contrefaits et c'est un droit universel d'accéder à des médicaments de qualité. Je me permets quand même de souligner deux choses. La première, c'est l'absence de données. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe sur le terrain, on ne sait pas quels sont les médicaments consommés, on ne sait pas même quels sont les faux médicaments. On parle beaucoup de faux médicaments, oui, mais qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer après ce que c'est réellement les faux médicaments. Eric, vous êtes au Rwanda et je pense qu'on ne s'intéresse pas assez aux success stories africaines. J'ai voyagé dans 30 pays en Afrique subsaharienne. Le Rwanda, c'est le seul pays, j'ai beau avoir passé un mois là-bas, je n'ai pas trouvé le moindre médicament. Et pourquoi il n'y a pas un seul faux médicament, un médicament de la rue? C'est parce que le gouvernement a mis en place une couverture de maladie universelle qui marche. Et on parle de tout ce qu'on peut faire pour contribuer à améliorer le système, mettre en place des lois, c'est super important, mettre en place des meilleurs contrôles aux frontières, c'est super important. Mais si vous ne mettez pas en place une solution pour, par exemple, cette jeune maman, c'est moi qui ai pris ce cliché quand je suis arrivé en 2015 et qui est en train d'acheter un médicament dans un marché de rue pour sa petite qui est dans son dos. Bon, en fait, voilà, vous avez peut-être enlevé 3-4 containers, mais il y aura toujours un médicament dans la rue qui va être mal conservé, qui sera vendu à la personne. Les frontières, elles vont toujours rester poreuses. Regardez la frontière entre la Côte d'Ivoire, la Guinée, avec le Mali, avec le Burkina. Toutes les frontières qui ont été tracées à la main, qui malheureusement sont très poreuses. C'est une réalité. Et donc, en fait, si je veux juste te dire ça, c'est pas du tout pour partir et être défaitiste. Au contraire, je suis convaincu qu'en Côte d'Ivoire et dans les pays les plus développés de la région, dans 10 ans, il n'y aura plus de médicaments de la rue pour une raison simple, c'est qu'il y aura des couvertures maladie universelles en place et que les gens n'auront plus intérêt, ils ne verront pas l'intérêt d'aller acheter des médicaments payants, chers, qui ne marchent pas dans la rue. Voilà, ça, c'est
Ça nous, c'est notre compréhension depuis 2015 et notre combat va vraiment s'inscrire là-dedans. Et pour ce faire, on doit créer des données, on doit savoir ce qui se passe, on doit apprendre, on doit avoir la connaissance, on doit aider les gouvernements à mieux apprendre les réalités et on doit aussi aider les pharmaciens. Il me semble qu'il y a des pharmaciens parmi nous dans le chat et les pharmaciens, le secteur privé a un rôle extrêmement important à jouer et on doit les aider, les pharmaciens, à mieux travailler pour avoir plus de médicaments disponibles donc, sur leurs étagères. Notre mission, vous l'avez compris, elle est simple, permettre à n'importe quelle personne d'avoir accès à des médicaments de qualité à des prix abordables. Comment on le fait? En développant des solutions innovantes, digitales, pour les utilisateurs. Et je vais vous parler principalement de nos deux produits. Donc, d'un côté, on a un logiciel de gestion pour les pharmacies publiques et privées qui connaît un vrai succès. Je vais vous montrer donc ici sur la carte à droite, en fait, vous allez voir donc, notre second produit, c'est un outil d'analyse des données en temps réel à destination des gouvernements et des laboratoires pharmaceutiques. Donc, si vous voulez, c'est assez simple. Vous voyez le lien, je pense, entre les deux outils. D'un côté, on a un logiciel qui va permettre aux pharmacies publiques, donc les pharmacies hospitalières et les pharmacies privées, de travailler beaucoup plus efficacement. Et toutes les données qu'on va créer, on va les mettre à disposition des autorités en les agrégeant, en les anonymisant, en respectant toutes les conditions réglementaires, évidemment. C'est très important d'être en conformité avec la régulation pour permettre au gouvernement de vraiment savoir ce qui se passe et d'observer toutes les réalités du terrain. Je vais rapidement vous parler de notre produit, donc, qui est le logiciel de gestion d'officine. Donc, ce que vous voyez sur la droite de votre écran, c'est un de nos utilisateurs qui est en train de scanner des médicaments. Et en fait, c'est assez intéressant parce que vous voyez dans sa main droite, il tient une douchette qui est connectée en Bluetooth à une tablette qui elle-même est connectée à Internet. Et en effectuant ce travail-là, il va pouvoir enregistrer toutes les informations sur les médicaments qu'il a dans sa pharmacie, les lots, les dates d'expiration, les numéros de série, des informations qui sont extrêmement précieuses. Là, on parle vraiment de la traçabilité au dernier kilomètre. On va voir quels sont les produits qui sont vendus au dernier kilomètre. Et donc, automatiquement, on va vérifier la qualité des produits. Et ça, c'est un point qui est important. On va permettre aux pharmacies de mieux travailler, de gérer ses stocks avec intelligence en utilisant de la donnée. On a des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser les tendances de vente et automatiquement recommander des produits qu'ils devraient avoir. Et en plus de ça, dans le logiciel, une plateforme de formation continue pour faire monter en compétence les personnes qui travaillent dans les pharmacies parce que c'est un vrai enjeu. Au début, tout le monde nous disait qu'on n'allait pas y arriver parce qu'il y a des problèmes de connexion Internet. Alors ça, pour moi, c'est absolument inaudible. Là, je vous montre la carte. Là, vous voyez, on a 250 utilisateurs en Côte d'Ivoire. Tous les jours, on a un nouvel utilisateur dans la région. On est aussi présent au Sénégal, au Tchad, au Cameroun, maintenant à Madagascar. Donc, cet argument de « il n'y a pas de connexion Internet, c'est l'Afrique, il n'y a pas encore de bonne infrastructure », oubliez ça, c'est inaudible. Au contraire, là, vous avez vraiment l'image parfaite du saut de la grenouille, du bond technologique, le vrai leapfrog. On passe d'une feuille et d'un crayon, le pharmacien qui avait énormément de mal à travailler, à une solution qui va être vraiment efficace. Et ce qui est extraordinaire avec ça, vous voyez, c'est le fait d'aller scanner les produits, eh bien nous, ça va nous permettre d'éviter l'achat et la vente de faux médicaments. Alors, je vais juste vous montrer, en fait, je vais arrêter le partage. Donc là, on est dans nos bureaux à Abidjan. Tous nos utilisateurs, en fait, en scannant les produits, ils nous remontent des faux médicaments et je vais vous montrer ce que c'est vraiment les faux médicaments. Donc, dans nos bureaux, on a une pièce, en fait, qui va être là, ici. Voilà. Bon, juste pour les personnes qui ne connaissent pas et qui sont à Paris, qui n'ont jamais découvert ce que c'était, tout ça, ce sont des faux médicaments. On en a référencé plus de 3000. À chaque fois, on enregistre les lots, toutes les informations qui vont figurer dessus. Et ces informations-là, si elles se retrouvent, s'il y a un produit qui est scanné dans une pharmacie, eh bien, automatiquement, on va alerter l'utilisateur. Donc là, par exemple, vous avez, il me semble qu'il y a… Bon, alors, ce n'est pas pour m'adresser vers un laboratoire, mais ici, par exemple, vous avez un bel exemple de contrefaçon. Vous avez la Nirupkin versus Nirukin. Donc, ce sont deux produits qui sont des falsifications d'un médicament qui s'appelle la Nivaquine, qui est produit par Sanofi. Je ne dis pas Sanofi en particulier. Tous les laboratoires sont concernés par la falsification. Vous avez vraiment énormément de laboratoires. Mais le problème, c'est que si vous voulez, on a contacté 15 laboratoires pour leur dire on a certains de vos médicaments qui sont contrefaits, qui ont été saisis. Devinez combien sont revenus vers nous pour nous dire ben oui, on a envie de s'intéresser à ça. Aucun. Je suis désolé, mais la réalité, c'est que les laboratoires pharmaceutiques, ça ne les intéresse pas, les faux médicaments. On entend plein de choses, mais Arnaud, laboratoire… Voilà, c'est bon. Oui. Par moment. Je peux me permettre, Eric, de répondre à Arnaud, puisque il disait que les grands laboratoires ne sont pas
Vous m'entendez? Oui, oui, oui. On va laisser Arnaud terminer, Karim, rapidement. Oui, On je va le voulais laisser juste conclure. apporter, Oui, apporter bien un sûr. éclair. Un éclair. On va te laisser la parole pour que tu évidemment, lui répondes, parce que je pense il y a une petite interpellation qui peut-être peut emmener de la discussion au débat. Donc, je pense qu'il faut effectivement Tout à fait. laisser Karim d'avoir la possibilité de répondre. Arnaud, si vous voulez bien terminer. Une coupure de connexion Internet, je n'ai pas entendu la question. Il me semble qu'il y en a une. Je vais reprendre la présentation. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces données qu'on va collecter sur le terrain, on les analyse en temps réel. Et on va permettre au gouvernement de savoir ce qui se passe. Donc, si vous voulez, notre outil, il est simple. On va vraiment permettre au laboratoire ou bien au gouvernement d'observer ce qui se passe. Quels sont les médicaments qui sont consommés, quelles sont les classes thérapeutiques, quels sont les lots qui sortent, où sont les faux médicaments. Et donc, ce système de cartographie est très apprécié en Côte d'Ivoire pour permettre de voir les tendances, avec tout un système qui va être mis en place pour observer quelles vont être les zones où il y a des surconsommations de certaines classes thérapeutiques. Donc, il y a un impact en santé publique aussi qui est important. Bon, voilà juste la présentation. Donc là, actuellement, on est en train de… Bon, depuis, on a ouvert aussi le Tchad et Madagascar et on est en train d'ouvrir d'autres pays d'ici la fin de l'année. Donc nous, on est très contents pour une raison simple, c'est au début, on essaie de travailler avec les gouvernements et d'impliquer les laboratoires dans ce combat, mais on n'a pas réussi. Donc aujourd'hui, on a un modèle économique qui est très simple. On vend un logiciel de gestion pour les pharmacies. Ça coûte pas cher, ça coûte 400 000 francs par an. Ça fait 600 € par an pour permettre aux pharmacies de travailler. Et à côté, les données, on les valorise auprès des différents acteurs, ce qui nous permet aujourd'hui d'être une boîte rentable. Et pour moi, ça, c'est un vrai succès. Je pense qu'on ne doit pas avoir honte aujourd'hui de chercher à générer des revenus et de créer des sociétés pérennes sur le long terme. Et ça, je pense que c'est un peu Océane, enfin ce que vous défendez aussi, qu'il faut chercher à créer des entreprises pérennes sur le long terme. Voilà pour ma présentation. J'ai peut-être été provocateur un peu, j'ai peut-être vexé certaines personnes qui travaillent dans des laboratoires ou autres. En tout cas, sachez que nous, on est vraiment à votre disposition pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon WhatsApp ici, le 07 67 70 03 06. Et s'il y a des personnes au sein de gouvernements qui ont envie de mieux appréhender ce qui se passe, n'hésitez pas. Là, il y a un pays en Afrique centrale dans lequel on va annoncer un partenariat en fin d'année qui va mettre en place notre solution pour l'ensemble de ces pharmacies publiques pour mieux comprendre. Parce que comprenez que le fait d'aller créer une donnée, c'est une excellente façon pour lutter contre le vol, contre la corruption. La corruption, malheureusement, elle est à tous les niveaux. Quand vous êtes à l'intérieur du pays et que vous avez juste un infirmier qui va gérer des stocks de médicaments, bon, parfois, il y a quelques cartons qui vont tomber du camion, soi-disant. Bon, donc vraiment, j'insiste sur ça. Ça ne sert à rien de prendre des initiatives si on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. On doit créer des données. Voilà. Merci en tout cas pour votre temps. Évidemment, puisqu'il y a eu, et c'est normal qu'on donne le droit de réponse à Karim, en tout cas la possibilité de répondre à cette interpellation, mais en tout cas, on voit bien tout l'intérêt de l'outil et les éléments que ça permet d'apporter. Donc, Karim, puisque voilà, vous aviez demandé la parole, de toute façon, je l'aurais donné pour vous permettre aussi de réagir. Allez-y, Karim. Merci beaucoup, Eric, de me donner la parole. Et Arnaud, merci beaucoup également de votre présentation. Sachez que nous sommes évidemment totalement et pleinement associés à la démarche que vous entreprenez. Je voulais simplement indiquer que dès 2008, Sanofi a créé un laboratoire central d'analyse de contrefaçon qui est situé sur son site industriel de Tours pour analyser tous ces produits suspectés, et nous recevons, bon an, mal an, l'équivalent de 3000 à 3500 échantillons de produits suspectés qui nous sont adressés, alors par des organisations comme les vôtres, mais également par des saisies qui sont faites par les services de police ou de douane, et qui nous permettent justement d'analyser de manière très approfondie l'ensemble de ces échantillons que nous recevons. Et nous avons également un maillage opérationnel très intéressant qui a été mis en place dans les régions, mais également dans le monde, qui regroupe, je dirais, les expertises internes potentiellement concernées par ces médicaments falsifiés, que ce soit les affaires industrielles, la partie juridique, les affaires publiques et la communication, et tout ça pour justement permettre de collaborer de manière active à l'identification de ces plateformes illicites et au démantèlement de ces produits falsifiés. Donc, Arnaud, nous sommes
tout à l'écoute. Et si vous avez évidemment des points qui concernent les produits Sanofi, vous n'hésitez pas à nous les remonter. Nous avons ce laboratoire à votre disposition. Ben voilà, Arnaud, vous voyez, comme quoi, hein, que quelquefois, il faut, sur des panels, mais voilà, c'est très important que Karim ait pu apporter cette précision et cet élément. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. De toute façon, on pourra vous passer les contacts de l'un et de l'autre sur ces échanges. Je vois qu'il y a une main qui se lève, c'est celle de Pierre. Pierre? Oui, en fait, j'aimerais, après vous avoir tous écoutés, poser une question très rapide. Je constate finalement qu'il y a un besoin, il y a un immense marché, il y a de la fraude et il y a des ventes frauduleuses, mais il y a un énorme marché. Et je voudrais citer Staline. Combien d'usines de fabrication de médicaments euh, des laboratoires pharmaceutiques grands et petits en Afrique? Parce que finalement, la problématique, elle est là, elle est celle de la rareté. Et donc, j'aimerais en fait poser cette question parce que je suis très ignorant en fait de l'emprise, enfin du nombre d'usines de fabrication de médicaments en Afrique. Et je crois que c'est ça le sujet. Et quand est-ce qu'on fabriquera plus d'usines de fabrication de médicaments en Afrique? Alors, Pierre, si tu permets, avant que je passe la parole pour les réponses, je voudrais dire que tu es vraiment au cœur des questions qui se posent là actuellement. Je rappelais que je suis actuellement à Kigali, avec l'Union européenne, avec un certain nombre d'acteurs majeurs d'ailleurs dans un des sujets, pas le seul, dans le sujet santé, sur le secteur santé, pharmaceutique, tout ce qui est pharma. Enfin, tous les sujets que vous avez évoqués, hein, à la fois la question de l'agence qu'a rappelé au début Richard, la question donc de l'harmonisation, la question de la possibilité pour les pays de produire sous la forme de hubs régionaux des médicaments pour contrôler aussi une partie de la chaîne d'approvisionnement. Arnaud l'a dit et avant lui, ça avait été mentionné, je crois aussi par Richard, il se pose le sujet de la solvabilisation de la demande, la couverture maladie universelle. Là, je suis au Rwanda, vous avez plus de 88% de la population est couverte par un système de couverture maladie universelle. Et donc, le sujet, j'ai envie de dire, de la traçabilité, quand on a des systèmes de paiement qui sont au point, les gens n'ont pas intérêt même d'aller acheter leurs médicaments dans la rue. Et toute la partie éducation, sensibilisation qui est évidemment importante. Donc, je pense c'est tout cet ensemble qu'il faut faire. Mais puisque Pierre a posé la question, on va peut-être passer la parole à ceux qui veulent répondre pour au moins répondre à Pierre sur la première partie de sa question. Que sait-on des capacités locales aujourd'hui de production sur le continent? Je crois qu'on a évoqué que plus de 97% des médicaments étaient importés en Afrique aujourd'hui, enfin en fonction des spécialités. Mais si vous pouvez juste nous éclairer, et puis on ira prendre quelques questions dans le chat aussi, parce que je crois qu'il y en a. Qui veut commencer par répondre? Richard, peut-être, sur cette première question? Écoute, en fait, cette question, il faut savoir d'où on parle toujours et savoir si on ne regarde que la question des médicaments ou si on regarde d'une façon plus haute la question de l'industrialisation de l'Afrique. C'est aussi un autre débat. Et donc, il y a ce problème de santé, il y a tous les prérequis dont j'ai parlé tout à l'heure, et on sait qu'avec la ZECLAF, par exemple, il y a tout le grand débat sur l'implantation de chaînes de valeur en Afrique. Donc, la question des produits pharmaceutiques n'échappe pas à la question de l'industrialisation de l'Afrique. Voilà, c'est la seule contribution que je veux faire à ce sujet pour répondre à la question. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien sûr bien identifier les marchés. On sait que ça ne peut pas se faire sur les petits pays comme le Ghana, le Togo, le Bénin, et que ça peut se penser, par exemple, au niveau des communautés économiques régionales. Et ce débat a lieu, par exemple, au sein de l'UEMOA aujourd'hui. Absolument. Est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre sur ce point? Karim? Oui, je voulais peut-être rajouter que puisque vous êtes à Kigali, Eric, hein, ça fait maintenant 2 ans que nous travaillons activement avec le gouvernement du Rwanda, avec le ministère de l'Éducation, avec le ministère de l'Industrie et le ministère de la Santé, pour préparer avec les universités les compétences qui vont
qui vont être nécessaires dans le transfert de cette opération initiée par BioNTech pour implémenter une usine de vaccins mRNA. Et voilà, donc c'est véritablement, je dirais, un travail d'intelligence collective qui permet justement de travailler avec les universités, avec les centres de recherche, le gouvernement, les autorités de régulation du pays pour préparer l'arrivée de cette technologie qui va être extrêmement utile, non seulement pour le Rwanda, mais pour la région. Puisque tout à l'heure, nous parlions d'un hub, voilà typiquement, je dirais, des actions qui vont couvrir un hub régional et qui permet justement de justifier la pérennité d'un investissement. Ben, moi, je peux témoigner que l'expertise française est reconnue, très attendue dans la plupart des sessions dans lesquelles j'ai participé. Et je dois dire que ce soit sur des questions justement d'accompagnement des gouvernements dans le domaine de la production de médicaments, de produits de santé de qualité, de renforcement de capacité, de gestion de tout ce qui est couverture maladie universelle. La France a une expertise internationale qui est reconnue, mais je suis un petit peu déçu et je dois dire surpris de voir qu'il y a un déficit entre cette expertise qui est reconnue et la présence réelle d'acteurs sur le terrain. Aujourd'hui, notamment dans le cadre de cette conférence qui se termine ce soir, j'ai rencontré très peu, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents, mais dans le reste du temps, mais j'ai rencontré très peu d'acteurs français. Et j'ai envie de profiter aussi de ce webinaire pour dire que l'intelligence collective dont parle Karim, le fait que chacun, qu'on puisse arriver sur des projets dans le domaine de la santé, la santé est vraiment comme on dit, une verticale aujourd'hui, un véritable pilier des projets, des plans de développement, des plans stratégiques de développement de ces pays, le Rwanda, mais d'autres aussi dans la région. Et je pense qu'il faut réfléchir au niveau français et au niveau européen à tout ce qu'on peut emmener comme expertise et comme solution. Je voudrais vraiment, et c'est aussi notre rôle au CIAN, de le rappeler, qu'il y a des opportunités, qu'il y a des partenaires qui sont prêts et qu'en face, nous avons une expertise qu'il faut absolument mieux valoriser et mieux promouvoir. Voilà. Donc, si quelqu'un veut réagir à ça, déjà, est-ce que Richard, tu en es d'accord? Oui, nous, c'est notre principe. Hein. On plateformise au maximum pour justement fabriquer de l'intelligence collective et trouver ensuite une action collective. Je veux bien compléter, Eric, si tu veux, sur ce sujet de la localisation de la production. En fait, ce qu'on observe aujourd'hui, et notamment depuis la crise Covid, c'est une tension mondiale énorme pour attirer les investissements en santé sur le territoire. Et il y a une revendication, il n'y a pas un pays dans le monde aujourd'hui qui n'ait pas une revendication d'autonomie sanitaire. Et forcément, la problématique est différente quand on parle de la France, qui est un pays qui a une vieille tradition industrielle dans le médicament, que quand on parle d'un pays comme la Côte d'Ivoire, qu'on a mentionné à plusieurs reprises, et d'où nous parle Arnaud. Nous, on a des échanges très nourris avec les autorités ivoiriennes depuis plusieurs mois pour réfléchir avec eux justement à qu'est-ce qui pourrait être fait pour attirer effectivement des investissements en production pour que la Côte d'Ivoire soit en capacité de produire pour elle-même et pour les pays de sa zone de chalandise des médicaments de premier recours. On a organisé à Paris des rencontres avec des industriels. Ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est que en France, où on a une énorme pression de la part de l'État pour relocaliser ou renforcer la production industrielle, on se rend compte que tous les investissements qui sont faits ces dernières années sont des investissements d'extension, de modernisation de sites déjà existants. C'est-à-dire que ça fait bien longtemps qu'en France, on n'a pas eu de création ex nihilo d'un site de production. Or, on sait qu'en France, on a une problématique. On a 45 000 personnes qui travaillent sur des sites de production. On est un grand pays exportateur, mais on est sur très grande majorité des molécules matures, donc beaucoup sont tombées dans le domaine public. Et on a une vraie faiblesse qui est attirer ou capturer la production, par exemple, de biomédicaments, de médicaments issus du vivant,
de médicaments innovants, la plupart du temps, ce sont d'autres pays d'Europe qui vont attirer ces productions. Donc, on a un enjeu en France qui mobilise déjà beaucoup nos adhérents. Et puis, quand on explique à un adhérent que ça serait bien qu'il essaye d'examiner avec les autorités, mettons, ivoiriennes, mais ou d'autres pays, la possibilité de monter un site de prod, lui, ce qui entre en compte dans son calcul, c'est, voyons, si je fais ça, ça veut dire que mon site qui va être dans telle région de France et qui lui-même approvisionne ce marché, ça veut dire qu'il va baisser en capacité et donc je vais avoir peut-être un plan social parce que je vais aller monter un site qui va aller produire sur place. Donc, il y a une vraie compréhension, je pense, de cette revendication des États qui me paraît absolument légitime. Ce que nous a aussi appris la crise sanitaire, c'est que on n'avait pas intérêt à mettre tous nos œufs dans le même panier et à être dépendant à 100% effectivement d'une production, que ce soit en principe actif ou en matériaux ou en matières premières ou en produits finis effectivement de pays étrangers. Donc, il y a une vraie réflexion qu'il faut avoir pour effectivement renforcer l'autonomie sanitaire des pays et notamment des pays qui partent de zéro en matière de production. Si je prends un exemple qui est bien éloigné de l'Afrique, mais d'un pays qui a zéro production industrielle aujourd'hui, c'est la Finlande. Alors la Finlande, c'est un confetti en termes de marché, c'est 0,3% du marché mondial et c'est 0% de la production de médicaments. Là-bas, le choix a été fait pour l'État de sécuriser des stocks très importants de produits, pas seulement des produits de première nécessité, vous avez aussi des produits innovants comme des anticancéreux qui sont aussi bien sûr des produits de première nécessité quand vous êtes atteint d'un cancer, mais en fait sur fonds publics là-bas ils constituent des stocks très importants de produits. C'est le moyen qu'ils ont trouvé avec les moyens qu'ils avaient eux, moyens financiers aussi qui n'ont pas forcément tous les pays, pour effectivement sécuriser l'approvisionnement du pays. Je ne dis pas du tout que c'est un modèle parce que c'est pas réplicable. Mais en tout cas, il y a des solutions à trouver et nous, on y travaille beaucoup, alors notamment avec les autorités ivoiriennes avec lesquelles on a encore eu un contact vendredi dernier, puisqu'on a organisé une rencontre à Paris avec un de nos adhérents. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et puis, il y a aussi des obstacles qui tiennent lieu tout simplement à accéder à à du personnel qualifié. Nous, on a cette problématique en France parce qu'on a un plan d'accélération en bioproduction. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des compétences extrêmement pointues que se disputent plusieurs secteurs industriels. Donc, il y a un vrai sujet. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire. Je dis simplement que on y travaille véritablement, mais que c'est compliqué. Mais j'entends parfaitement cette revendication qui me paraît légitime. Absolument. Donc, je pense que c'est vraiment le sujet du renforcement des compétences qu'il faut trouver. On a parlé BioNTech pour commencer leur plan de production de vaccins. Ils ont fait venir plus de 75 expats parce que localement, ils n'avaient pas les ressources humaines disponibles. Donc, il faut prendre en compte tous ces éléments et ces contraintes qu'il faut gérer. Puisqu'il nous reste très peu de temps, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quand même quelques questions du chat. Il y a quelques questions qui sont arrivées. Alors, je vais demander à Virgile peut-être de m'aider un peu parce que je ne suis pas sûr de pouvoir accéder à toutes, mais on va en prendre 2, 3 et puis peut-être demander aux personnes pour qui on n'aurait pas répondu à leurs questions, d'adresser ces questions aux panélistes et de ensuite leur partager ces réponses. Tout d'abord, je vois une question de Cédric qui dit « L'étude effectuée par Sanofi dont a parlé Karim est-elle disponible? Est-elle publique ?» Oui, absolument. Elle est publique et elle est disponible sur le site internet de Sanofi France. Et si vous voulez, je peux vous l'envoyer si vous me donnez vos coordonnées. Très bien. Je pense que ça va être aussi important pour nous au niveau de la commission santé et de la commission éthique et conformité. L'autre question de Marie-Paul Connet. Avez-vous une idée du poids en valeur du marché des faux médicaments en Afrique et particulièrement au Togo? Parce que je crois qu'elle nous écrit du Togo. Alors, qui veut répondre? Peut-être Richard ou… Non, en réalité, c'est informel. Donc, on ne peut pas mesurer ce qui est informel. C'est ça le problème. Voilà. Donc, on a des estimations sur celles que j'ai données tout à l'heure, que vous retrouverez dans la plaquette qui circulera d'ailleurs. Pas mieux de mon côté, parce que, comme le disait Arnaud tout à l'heure, la particularité du marché des médicaments falsifiés, c'est que c'est compliqué effectivement d'établir qu'est-ce que ça pèse en volume, en quantité. C'est extrêmement difficile. J'aimerais bien avoir la réponse. Alors, Marie-Paul a posé plusieurs questions, dont celle aussi, une qui concerne à quand une caravane santé sur la thématique des faux médicaments au Togo. Mais ça, on va en parler. Je ne veux pas faire d'annonce.
On va d'abord discuter avec la Fondation, avec le LEM, pour voir comment est-ce qu'on peut emmener, c'est une des actions, des activités en tout cas possibles, mais on a parlé de la réunion de Lomé qui a abordé ce sujet. Je pense que c'est un outil qui peut être complètement s'approprier des gouvernements et on est tout à fait évidemment prêt à les accompagner en partenariat avec le LEM et la Fondation sur ce sujet. Mais la question de Marie-Paul, c'est celle en France, elle souhaiterait savoir quels sont les dispositifs qui existent pour aider les pharmaciens à faire de la répression contre la fraude. Enfin, contre les faux médicaments, mais je ne sais pas si on a en France, c'est peut-être le LEM, peut-être Laurent, qui peut nous… Non, mais je veux bien répondre sur quelque chose qu'on a mis en place ces dernières années qui s'appelle la sérialisation, qui a nécessité un énorme effort d'adaptation des chaînes de production en France. C'était la déclinaison en France d'une nouvelle obligation européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une traçabilité des médicaments qui n'est plus simplement par lot. Un lot, ça représente des dizaines de milliers de boîtes, mais par boîte. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un code data matrix sur chaque boîte de médicaments qui va vous permettre une traçabilité. Et ça, c'est un système. Alors, quand ça a été diffusé, je pense notamment aux pharmaciens de l'officine, ils disaient, mais pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que ça va nous prendre du temps, il va falloir qu'on s'équipe, etc. Alors même que, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, la France n'est pas un marché spécialement impacté par la contrefaçon. Mais c'est une obligation européenne. Nous-mêmes, industriels, on s'y est conformés, j'allais dire bien volontiers, même si c'était des investissements très lourds, hein, notamment pour certaines PME. Mais en tout cas, vous avez une traçabilité vraiment à la boîte aujourd'hui qui permet de sécuriser et de verrouiller de façon extrêmement stricte, effectivement, le parcours d'une boîte de médicaments, je parle d'un vrai médicament, dans le circuit. Très bien, ben merci à tous. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. On pourrait encore continuer, bien sûr. Pierre, peut-être que je te laisse, si tu as un mot de oui, conclusion. Volontiers. En fait, il se trouve que je me suis greffé comme un coucou un peu à cette séance il y a quelques semaines. Et en fait, je l'ai fait parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé depuis le début. Je suis personnellement un spécialiste de la fraude et de la lutte contre la corruption, et en particulier en Afrique. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que la problématique et les outils et les solutions sont assez communes. Et je pense que ça mériterait de réfléchir peut-être ensemble, parce que je crois que peut-être que la lutte contre la corruption, qui est évidemment très policière et quelque chose de très spécifique. Et je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais je pense que certains outils pourraient être transposés. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité, en tout cas, Eric. Ah non, mais tu as amené plus que la contribution d'un coucou. Tu nous as permis d'avoir justement sur ce panel Karim, on a beaucoup échangé justement sur les croisements qui étaient nécessaires entre les enjeux de santé publique, les enjeux d'éthique, de conformité et de lutte contre la corruption. Donc, je trouve que ça a énormément enrichi, en tout cas, la manière dont on aurait pu aborder ce webinaire. Pierre, et je suis vraiment, tu le sais, ravi d'avoir co-organisé avec toi cette réunion. Je vous remercie tous, panélistes, tous ceux qui se sont inscrits, tous ceux qui ont pu aussi se connecter. Rappelez qu'on aura un replay de ce webinaire qui sera disponible sur le site du CIAN et des réseaux sociaux du CIAN, notamment YouTube, que les présentations seront aussi disponibles pour ceux qui ont participé. Et donc, on vous remercie vraiment. Je pense qu'on n'est qu'au début de ce vrai… on va continuer à suivre, en tout cas avec intérêt, l'initiative de Lomé, et tout le travail de la Fondation Brazzaville et aussi d'Arnaud, hein, parce qu'Arnaud nous présente une solution, je trouve, qui est très intéressante, en tout cas qui permet de répondre à certains, très clairement aux enjeux à travers justement les pharmacies. Et j'ai envie de conclure sur le fait que c'est une palette de choses, d'outils qu'il nous faut pour lutter contre les faux médicaments. Il ne s'agit pas simplement d'un outil, de privilégier un outil, mais on a bien vu dans la présentation de Richard au début que c'est une palette absolument diverse et
intégrée de choses qu'il faut mener, tout ça de manière coordonnée. Donc, merci à tous encore. Et je vous rappelle que la prochaine commission santé aura lieu le 25 octobre et nous allons la consacrer à la thématique de climat et santé. On va voir un petit peu quelles sont les approches, notamment à travers ce qu'on appelle l'approche One Health, une seule santé. Aujourd'hui, ce que les entreprises peuvent faire et leurs fondations en Afrique. Et je pense qu'on aura aussi un bon temps d'échange. On vous invite en tout cas à rester connectés et on vous dit à très vite. En tout cas, je vous ferai certainement, je pense, dans les semaines qui viennent, un petit débriefing de cette mission Rwanda parce qu'il y a énormément de choses, énormément d'actualités sur ce front. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire à bientôt. Allez, Merci, Eric. à bientôt. À bientôt.